Bonjour, dans notre deuxième séance, le théâtre classique. Ce cours est destiné aux étudiants du troisième semestre. Le théâtre classique est le théâtre de la seconde moitié du XVIIe siècle. Le théâtre classique est différent du théâtre baroque. Pourquoi? Parce que le théâtre classique respecte la règle des trois unités. L'unité de temps en un jour, par exemple, euh, la scène ne doit pas dépasser 24 heures. L'unité de lieu en un lieu, par exemple, euh, la scène doit se dérouler dans un seul endroit. Et l'unité d'action en un seul fait, ça veut dire que tous les événements sont liés et nécessaires de l'exposition jusqu'au dénouement. Et nous avons choisi comme exemple le titre Britannicus, écrite en 1669 par Jean Racine. Cette pièce de théâtre respecte bien la règle des trois unités, par exemple la règle, l'unité de lieu, le palais de Néron, par exemple devant la chambre de Néron, l'unité d'action, par exemple l'action principale dans Britannicus est la persécution de Britannicus à travers l'enlèvement de Junie. Par exemple, Néron a fait enlever Junie. Toutes les autres péripéties venant s'appuyer sur cette action principale, cette action centrale. Et Britannicus respecte aussi l'unité de temps. Par exemple, l'unité de temps, l'action commence au lever du soleil, au petit matin, lorsque Agrippine veut s'entretenir avec son fils Néron, alors que tout le monde dort encore. Donc l'intrigue se déroule sur une seule journée. Voilà. Nicolas Boileau, 1636-1711, un homme de lettres français du grand siècle. Il est poète, traducteur, théoricien de la littérature. Il était considéré en son temps comme le régent du mouvement Parnasse. Le mouvement Parnasse est une école poétique qui succède au romantisme. Plus tard, une école apparut en réaction contre les Parnassiens et contre l'école naturaliste et le symbolisme. Boileau résume envers ces conditions, ces règles et dit: quand un lieu, quand un jour, un seul fait
accompli, tiennent jusqu'à la fin le théâtre rempli. Le but de la règle des trois unités, unité de temps par exemple, l'art doit respecter la règle des 24 heures. Il faut placer l'action dans une durée proche du temps vécu. Unité de lieu, par exemple la scène que le spectateur a devant ses yeux, représente un lieu unique. L'action doit se concentrer dans ce lieu unique pour les raisons identiques de vraisemblance. Donc le but, c'est de donner au spectateur un caractère vraisemblable. Unité d'action. Par exemple, il faut concentrer l'action du public sur une seule intrigue. Par exemple, dans Britannicus, l'enlèvement de Junie, qui est l'action centrale. Respecter la bienséance, c'est ne doit pas choquer le spectateur. Par exemple, pas de présence de son sur la scène. Et finalement, satisfaire le spectateur du XVIIe siècle. D'autres méthodes existent, celle de la catharsis. Le spectateur doit être touché et doit pouvoir se sentir concerné par ce qui se déroule sur la scène. Boileau, dans l'art poétique, 1674, dit que dans tous vos discours la passion émue aille chercher le cœur, l'échauffe et le remue. Le schéma narratif de Britannicus se repose sur 3 temps. L'exposition, plus le nœud et le dénouement. Donc, l'acte premier, les angoisses d'Agrippine. Donc, l'acte premier de la pièce présente la situation initiale, le contexte dans lequel les personnages se trouvent. Au petit matin, Agrippine vient d'apprendre que Néron vient d'enlever Junie. Néron, c'est son fils, qu'Agrippine a aidé à accéder au trône. Junie, c'est l'ami de Britannicus. Britannicus est le fils d'Agrippine, qu'Agrippine a eu avec l'empereur Claude, qui est décédé. Agrippine s'inquiète car Néron semble échapper à son contrôle et vouloir s'en prendre à Britannicus, qui est son demi-frère. Donc ce matin-là, Agrippine veut voir Néron. Néron refuse de la voir. Donc on voit son gouverneur, qui s'appelle Burrus, lui dire qu'il souhaite s'éloigner de son emprise. Britannicus cherche Junie. Agrippine lui apprend son enlèvement et lui propose son soutien. Donc, les axes 2, 3 et 4, les axes 2, 3 et 4 présentent le nœud de l'histoire, présentent le nœud de l'intrigue et développent les péripéties. Donc, les actes 2, 3 et 4, par exemple, Néron exprime son amour pour Julie. Donc, elle organise une entrevue entre Junie et Britannicus, où Junie devra lui annoncer qu'il ne l'aime plus.
Donc Burrus s'inquiète des agissements de Néron et informe Agrippine. Agrippine veut refavoriser Britannicus pour reconquérir le pouvoir. Donc Agrippine est une mère possessive. Donc Agrippine est en colère car le pouvoir qu'elle exerce sur Néron s'affaiblit. Elle est bien sûr jalouse de l'amour qu'il éprouve subitement pour Junie. Donc c'est une mère agressive, possessive et jalouse. Mais lorsque Britannicus obtient le soutien des membres du Sénat, Agrippine s'alarme. Junie peut expliquer son attitude à Britannicus, mais Néron surprend Britannicus et Junie et il a décidé d'enfermer Agrippine et Britannicus. Donc Agrippine fait part à Néron de son soutien. Néron promet sa mère de se réconcilier avec son frère Britannicus, mais c'est juste une feinte car l'objectif de Néron est d'assassiner son demi-frère. Donc le confident Burrus, ou bien son valet, a essayé de faire changer la vie de Néron. Mais c'était trop tard, car l'ordre a été donné. Et dans l'acte 5, décrit le dénouement de l'histoire. Malgré les craintes exprimées par Junie et encouragées par les assurances données par Agrippine, Britannicus se rend au festin offert par Néron pour sceller la réconciliation. Pendant qu'Agrippine s'attarde quelques instants en compagnie de Junie, Burrus apparut et leur apprend la mort de Britannicus, empoisonné par les soins de Narcisse. Narcisse, c'est le confident de Britannicus. Narcisse, c'est celui qui espionne son maître pour Néron. Voilà, c'est Narcisse, le gouverneur de Britannicus. Donc, finalement, Agrippine prédit une fin tragique pour elle, mais aussi pour son fils. Junie s'enfuit et fait vœu de devenir une vestale. Qu'est-ce que c'est qu'une vestale? Une vestale, dans l'Antiquité, est une vierge consacrée à Vesta. Donc, Junie a affirmé par serment qu'elle n'aura jamais de relation sexuelle avec qui que ce soit. Donc Narcisse, finalement, a été tué par la foule en voulant s'emparer d'une femme devenue sacrée. Et revenons à notre objectif du cours, comment faire un développement dans un commentaire composé. Pour vérifier ces hypothèses de lecture et repérer les aspects importants de la pièce de théâtre, par exemple, il faut procéder à une lecture analytique et interprétative des indices relevés. Pour ce faire, il faut accorder un intérêt particulier, par exemple aux champs lexicaux, les adjectifs, les temps des verbes, les figures de style, la syntaxe, les rythmes,
les sonorités et les registres et tous leurs procédés, etc. Donc, en fonction des repérages et des interprétations convergentes de la lecture analytique, il faut élaborer un plan en 2 ou 3 axes de lecture, par exemple. Et ces 2 ou 3 axes de lecture, eux-mêmes, subdivisés en 2 ou 3 sous-parties. Dans un développement, on ne raconte pas l'histoire. On ne fait pas le résumé de l'histoire. Dans un développement, on développe, on analyse, on décortique. Pour tout vous dire, il n'existe pas de plan type. Voilà. Donc, un développement dans un commentaire composé se compose de plusieurs paragraphes. Donc, il est recommandé d'aller du plus simple au plus complexe, de l'explicite à l'implicite, etc. Il est aussi recommandé de répondre aux questions comme quoi, comment, pourquoi, et aussi l'impact sur le lecteur. Donc, le commentaire composé doit être entièrement rédigé. On n'utilise pas les abréviations ni numérotation. Donc, un commentaire composé se compose d'une introduction. Revenez à ma première séance du théâtre classique semestre 3. Commentaire composé se compose d'un développement et aussi d'une conclusion. Donc notez bien qu'il faut bien accorder l'importance à la correction de la langue. Parce que c'est vos idées, même si vos idées sont intéressantes, les erreurs de langue ou bien les maladresses de langue en diminuent la valeur. Prenons l'exemple de l'acte premier de la scène première, Britannicus, la tirade d'Albin. Quoi, tandis qu'un errant s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil, qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, la mère de César veille seule à sa porte. Madame, retournez dans votre appartement. Donc pour l'analyse, pour le développement, il faut d'abord chercher les unités de sens. De prime abord, quoi, point d'interrogation, est un pronom interrogatif qui renvoie directement à une situation d'incompréhension. Ça veut dire qu'Albine, la confidente d'Agrippine, trouva la reine dans une situation différente, anormale, qui brise peut-être le protocole royal. Et l'antithèse utilisée par Albine marque bien ce décalage entre l'attitude reposée de l'empereur Néron et l'attitude déchaînée de la mère Agrippine. Plusieurs champs lexicaux utilisés aussi par la confidente, comme par exemple qu'errant, le participe présent, l'errance qui n'est pas du tout compatible avec l'attitude de la reine, sans suite et sans escorte, aussi qui gêne ce protocole royal. Donc la mère de César, donc la figure de style utilisée, c'est ce qu'on appelle la périphrase. Donc la périphrase, la mère de César, au lieu de dire directement Agrippine veille seule à sa porte, mais on l'a appelée la mère de César. La mère de César est un rappel que l'attitude qu'Agrippine devait avoir, voilà, c'est l'attitude que normalement qu'Agrippine devait avoir. Voilà. Madame, retournez. Retournez à l'impératif présent.
euh, comment une confidente s'adresse à une reine, mais voyons qu'Agrippine, dans tous ses états, on peut comprendre l'attitude d'Albine vis-à-vis Agrippine. Voici l'exemple d'un développement de commentaires composés de Britannicus, de Jean Racine, de la scène première, de l'acte premier. Mais vous pourrez toujours faire mieux. Mes amis, merci de votre attention et à la prochaine séance.